Merci à tous de ces introductions. Moi, j'arrive bien. Une petite parenthèse dans la journée pour reparler un peu du sens et de la gouvernance partagée, de la mission d'Ulysse, voilà, dans lequel je me réalise complètement depuis une dizaine d'années, dans le cadre d'une reconversion pro également. Voilà, que j'ai entamé il y a un peu plus longtemps, moi, c'était il y a 15 ans. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, je trouve que en tout cas, l'organisation que je dirige, elle est aboutie, elle répond pleinement à mes attentes, en fait, en termes de sens et d'orientation. Voilà. Donc, je suis content de Bon, partager ça avec vous. Bref, voilà. merci beaucoup d'être là, en tout cas, de participer à ce moment. Moi, c'est des moments que j'adore parce qu'on a un petit temps de recul qu'on a assez peu le reste du temps. Alors, je vous partage le poster. Tout le monde le voit. Oui. Ouais, impeccable. Et donc, Jean-Jérôme, je te laisse la parole Ouais, pour 20 minutes, une demi-heure, comme tu es confortable. allez, ça marche. Merci. Du coup, en introduction, je dirais que je vais vous présenter rapidement le groupe, parce que c'est pas une organisation traditionnelle. On est effectivement un groupe d'économie solidaire, Ulysse. En 2000, ça a été créé sous statut associatif. Et en 2021, on a transformé le groupe en société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC à mission, dont la mission et l'objectif social et environnemental principal est de favoriser l'inclusion sociale dans un souci d'adaptation territoriale au changement climatique. Voilà. Donc une fois qu'on a posé ça, on revient un petit peu en arrière. Donc Ulysse aujourd'hui est composé de 4 associations. La plus ancienne, c'est Ulysse Grenoble Solidarité, qui a été créée en 1984. On va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Donc, on a un acteur historique sur Grenoble de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion par le travail, qu'on dit maintenant par l'activité économique. Et on œuvre depuis toutes ces années dans ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire, mais qu'avant on appelait la collecte ou la valorisation des déchets. Et même précédemment, c'était un principe de braderie ouverte où des Grenoblois dans le besoin récupéraient les dons d'autres Grenoblois qui avaient des objets dont ils n'avaient plus l'utilité. Voilà, ça c'est la genèse de Grenoble Solidarité dans les années 80. Ensuite, on a développé des activités métiers autour du chantier second œuvre bâtiment, d'un atelier de production. Et puis dans les années 90, pour suivre un peu l'évolution et l'autonomisation des salariés en parcours d'insertion, nos prédécesseurs ont créé une deuxième association qui s'appelle Ulysse Service, une association intermédiaire qui met à disposition du personnel, donc plutôt dans le secteur non marchand, auprès de collectivités, associations, universités, administrations, plutôt dans les métiers des services, services de la collecte des déchets, services autour du nettoyage, de la restauration, de la manutention, du périscolaire, voilà, différents métiers aujourd'hui et qui a évolué au fil du temps. Historiquement, on était aussi positionné sur les services à domicile auprès des particuliers pour faire de l'entretien courant du logement, ménage de confort, activité très concurrentielle qu'on a arrêtée en début 2019. Voilà. Ensuite, s'est créée la troisième association, Ulysse Intérim, entreprise de travail temporaire d'insertion, qui œuvre dans le secteur marchand. Donc, c'est de la mise à disposition de personnel, comme Ulysse Service, mais plutôt auprès d'acteurs privés, essentiellement des opérateurs du bâtiment et des travaux publics qui ont des heures d'insertion à honorer dans le cadre de marchés publics qu'ils ont remportés, notamment auprès des collectivités ou des donneurs d'ordre public, qui peuvent être des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des universités, voilà, qui, dans leurs appels d'offres, intègrent, parce que pour eux, ça fait du sens de mettre la commande publique au service de l'emploi et de l'insertion, de mettre des clauses d'insertion, et nous, on a une possibilité pour l'entreprise d'honorer ces heures d'insertion. La dernière structure, la dernière association créée en 2014 s'appelle Ulysse Énergie, plus petite association qui lutte contre la précarité énergétique en proposant des diagnostics qu'on appelle sociotechniques, des usages de l'eau et de l'énergie dans les logements de ménages en précarité énergétique qui nous sont orientés par globalement des acteurs sociaux du département, des centres communaux d'action sociale
des bailleurs sociaux, des fournisseurs d'énergie, qui effectivement permettent à des salariés en insertion qui sont eux-mêmes des conseillers en maîtrise de l'énergie d'aller sensibiliser les ménages sur leurs usages de l'eau et de l'énergie dans leur logement, de manière non jugeante, non climatisante, avec des mesures d'impact qu'on a faites il y a une dizaine d'années qui sont efficaces. On fait baisser les consommations des ménages de l'ordre de 30% sur l'eau et de 15% sur l'énergie, sans toucher au bâti. Voilà. Donc c'est un acteur, pour nous, essentiel dans la chaîne d'accompagnement d'une famille en précarité énergétique avant d'engager potentiellement des travaux. Voilà. Donc sur une année, Ulysse, on va accompagner l'année dernière 320 personnes en contrat de travail, puisque les 4 associations sont employeuses de personnes en parcours d'insertion professionnelle, dans les différents métiers que je vous ai cités. Et l'objectif pour nous, c'est à la fois de satisfaire nos clients en termes de qualité du travail, de la prestation ou de la mise à disposition et de délai, bien évidemment, et en même temps de favoriser les taux de sortie dynamiques vers l'emploi, pour lesquels nos financeurs principaux en tant que structure d'insertion sont l'État, la direction départementale emploi, travail, solidarité, donc une délégation décentralisée de l'État, Grenoble Métropole par rapport à sa compétence insertion, le département de l'Isère par rapport à sa compétence action sociale RSA, et la région sur une des activités qui sont les chantiers d'insertion du LIS Grenoble Solidarité. Voilà. Donc, pour tous ces financeurs, on est financé, entre guillemets, pour atteindre des objectifs de 60% de sortie dynamique par rapport au nombre de salariés qu'on emploie sur une année, effectivement, d'atteindre ces objectifs en termes de retour à l'emploi ou à la formation ou dans une autre structure d'insertion ou dans l'intérim. Voilà. Je vous fais grâce, entre guillemets, des différentes sémantiques et des typologies des sorties des donneurs d'ordre. Tout ça pour dire qu'Ulysse, aujourd'hui, la SIC, la mission, en fait, elle porte toutes les fonctions support au bénéfice des 4 associations. Et c'est cette structure qu'on a transformée en gouvernance partagée et en mission. Donc, elle porte aujourd'hui à peu près 10 postes de permanents qui vont s'occuper principalement de tout ce qui est administratif, RH, paye, comptabilité, finance, communication, accueil, formation commerciale. Tout ça, en fait, au bénéfice des 4 associations. Donc, le modèle est un peu original. Ça veut dire que la SIC, aujourd'hui, elle a beau avoir un statut commercial. Finalement, le principe même, c'est que toutes ces prestations, elle va les refacturer aux associations bénéficiaires. Et quand bien même on aurait des résultats économiques positifs, dans nos statuts de la SIC, on a intégré que 100% des résultats allaient en réserve impartageable. On est allé au-delà de ce que préconise, de ce que la règle du milieu coopératif impose au SIC. Pour nous, c'était complètement entendable par rapport à l'utilité sociale et à l'éthique même de nos actions, de se dire que les résultats doivent être en réserve impartageable. Donc le gros changement qu'on a opéré, effectivement, il y a 3 ans, c'est de passer du statut associatif au statut coopératif. 2 raisons principales. La première, c'était qu'on a pris conscience au fil des années que les associations, en termes de modèle économique, on a des marges qui sont relativement faibles. Hein. On est sur des champs, vous avez vu, qui sont quand même, on va dire, très sociaux ou très en lien avec soit les déchets, soit la précarité énergétique, soit le monde des services, voilà, dans lesquels on a des marges assez faibles. Donc, on a des fonds propres des associations qui sont relativement fragiles. Donc, l'idée, c'était de doter le groupe d'un capital afin de pouvoir aller chercher des modes de financement différents via des fonds d'investissement solidaire, différentes formes de mécénat pour pouvoir faire face à des besoins d'investissement à venir sur des flottes de véhicules qui aujourd'hui pour nos activités ne passent pas forcément les contraintes des zones faibles émissions, de pouvoir travailler enfin à la réduction nous-mêmes de nos propres consommations en faisant des travaux de réhabilitation thermique dans nos locaux, quand bien même nous sommes aujourd'hui locataires, on a aujourd'hui pas de patrimoine, de travailler sur des systèmes d'information, d'inventer de nouveaux tableaux de bord, des indicateurs sur tout ce qui est inclusion. Voilà, on a besoin en fait d'avoir un plan d'investissement et des financements ad hoc, et ça nous semblait intéressant
Pour cela, un capital en bonne et due forme. La deuxième, et qui nous intéresse particulièrement, c'est la fameuse gouvernance partagée. Aujourd'hui, dans les collèges, puisqu'une SIC fonctionne en collège, on a 6 collèges au niveau de la gouvernance. Le premier collège, ce sont les bénéficiaires en fait, de la SIC, c'est-à-dire les associations. Aujourd'hui, dans le premier collège, on retrouve 4 administrateurs qui représentent chacun une des 4 associations. On a un collège 2 dans lequel on retrouve les salariés, donc les salariés permanents. Nous sommes aujourd'hui 40 salariés permanents pour encadrer, accompagner, administrer, gérer toutes ces activités-là. En plus des salariés en parcours d'insertion qui font un bout de leur chemin professionnel avec nous. Donc aujourd'hui, on a 46 personnes qui sont sociétaires du LIS. Côté salarié permanent, salarié en parcours, actuel ou ancien, puisque quand un salarié sociétaire quitte la structure, de manière à la limite intrinsèque lorsqu'ils sont en parcours d'insertion, puisque l'objectif est la sortie emploi, ils basculent dans le collège qu'on appelle le collège 6, numéro 6, qui est composé des bénévoles, des mécènes, des particuliers qui soutiennent nos activités. Donc ça, c'est intéressant. On a 3 places d'administrateurs auprès du collège salarié. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a une collègue qui est administratrice de la SIC. En juin dernier, on a eu un collègue qui a déménagé, l'autre qui est parti à la retraite. Donc, c'est des postes ouverts qui sont certainement pourvus dans les mois qui viennent. Ce qui apporte une dynamique intéressante en termes de représentativité des salariés des décisions du groupe. Donc ça, c'est un premier point fort. En parallèle avec la vie du CSE qui, eu égard à la taille du groupe, existe et vit sa vie en termes de dialogue social. Mais ça nous semblait intéressant d'avoir un autre lieu de représentativité des salariés. Et ensuite, on a 3 collèges professionnels qui nous intéressent tout fortement et qu'on a souhaité intégrer dans la gouvernance du LIS. On retrouve un collège des collectivités locales dans lequel on a Grenoble-Alpes Métropole, qui est sociétaire depuis la création, depuis 2021, de par sa compétence emploi-insertion, qui ne siège pas au conseil d'administration par choix, mais potentiellement, on a des administrateurs de ce collège collectivité locale qui pourraient être au CA. On a 2 communes, la commune de Cessin, la commune de Saint-Égrève, qui aujourd'hui coopèrent avec 1, 2 ou 3 ou 4 structures d'insertion du groupe. On a ensuite un collège d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a une association importante d'insertion par le logement qui s'appelle Un Toit pour tous. On a une association qui œuvre aussi dans l'économie circulaire dans Grésivaudan qui s'appelle Grési, qui est aussi une entreprise d'insertion. Et puis on a un collège d'entreprises traditionnelles dans lequel on retrouve une PME du monde du recyclage qui coopère avec nous sur des marchés, qui s'appelle Arc-en-Ciel Recyclage. On a un gros bailleur social isérois qui s'appelle la SDH, Société d'Offinos de l'Habitat. Et puis on a les Crous, qu'on ne présente pas, Crous Grenoble-Alpes, qui est aussi un partenaire important. Alors quand je dis partenaire, c'est tous les sociétaires aujourd'hui que je vous ai cités. Ils sont à un moment donné clients du LIS, soit de notre prestation de service sur l'économie circulaire, sur le bâtiment, sur les services, soit de mise à disposition de personnel. Et nous, ça nous semblait intéressant de travailler sur du temps long avec eux et de ne pas uniquement être en relation commerciale en se disant, vous avez un besoin, on y répond à travers d'un contrat, d'un appel d'offres, d'une convention. Mais c'était l'occasion de tisser des liens beaucoup plus étroits avec ces partenaires qui ont évidemment un intérêt d'usage, un intérêt comique à être avec nous, mais aussi qui partagent les valeurs d'inclusion sociale et qui jouent réellement le jeu de ce qu'on appelle les suites de parcours. Ça veut dire que c'est des clients qui aussi vont intégrer dans leurs propres équipes certains salariés du LIS en fin de parcours professionnel. Et là, on est complètement dans nos objectifs de favoriser l'inclusion sociale, puisque c'est des clients qui, au-delà d'acheter une prestation, vont aussi contribuer à nos objectifs de performance d'inclusion, qui sont les fameuses sorties dynamiques à l'emploi. Voilà un petit peu la démarche qu'on a abordée. C'est un chemin qui est long. L'instruction de la création, de la transformation de l'association en SIC à mission, elle a duré 2 ans, entre 2019 et 2021.
Depuis, on intègre dans l'animation différents comités, notamment le fait d'être entreprise à mission avec l'objectif social et environnemental dont je vous ai parlé en préambule fait qu'on a un comité de mission. Le comité de mission, son rôle, c'est de préconiser finalement des bonnes pratiques entre ce qu'ils vont observer de notre façon de fonctionner et la mission qu'on s'est donnée. Voilà, pour être sûr qu'on soit complètement en phase et qu'on n'ait pas d'écart entre les statuts formels, la raison d'être formellement qui est inscrite juridiquement, encore une fois dans les statuts de la société, et nos pratiques professionnelles. Dans un objectif d'amélioration continue, d'améliorer nos pratiques en termes d'accompagnement, en termes d'activité économique. Et ce comité de mission, eu égard à la taille du LIS, il est composé de 8 membres qui ont été choisis de manière précise et individuelle. Et chacun d'entre eux représente un partenaire et ou financeur et ou client du LIS. Donc on est allé assez loin aussi dans l'ouverture sur le comité de mission, puisque ce sont nos principaux financeurs à qui finalement on ouvre les portes du groupe en disant venez regarder, venez nous questionner, demandez-nous les indicateurs que vous souhaitez pertinents pour vérifier l'adéquation entre nos pratiques et la raison d'être. Le deuxième comité qu'on a mis en place, qui est un peu plus formel, c'est un comité des finances, là, donc, pas forcément cité sur le poster. C'est un principe qui associe la trésorière des associations et des membres du CA de la SIC, qui revoit un petit peu un plan d'investissement qui nous aidera à les mobiliser, notamment et d'hybrider nos ressources en termes de soutien à nos plans d'investissement. Et l'autre sujet important pour nous, qui est pleinement ancré dans la SIC maintenant, c'est un espace coopératif et convivial du réseau Ulysse. Donc l'acronyme interne, on appelle ça l'ECRU. Ça partait d'un besoin qu'on a ressenti depuis longtemps, de se soucier de ce que sont devenus nos anciens salariés. Pourquoi? Parce que l'État nous juge en termes de sortie dynamique à la fin d'un contrat Ulysse. Les salariés, les 320 salariés qu'on va embaucher sur une année, ils restent chez nous 2 ans maximum dans le cadre d'un pass insertion par l'économique. On ne peut pas les salarier plus longtemps. Et en moyenne, ils restent entre 12 et 13 ou 14 mois. Et en fait, on est jugé de nos performances d'inclusion à la fin du contrat de travail. Ce qui est assez dommageable de notre point de vue, puisque n'importe quel organisme de formation, par exemple, certifiant, qualifiant, on va lui dire à 6 mois, 1 an, quel est le taux d'employabilité de vos diplômés. Et c'est comme ça qu'on va évaluer la qualité de la formation. Nous, notre travail, finalement, principalement, il est jugé dès la fin du contrat. Donc ça nous semblait assez restrictif et on a voulu ouvrir finalement un espace pour faire un peu un Ulysse Alumni, un linked out, parce qu'aujourd'hui, la moitié de nos salariés en parcours d'insertion, pour vous donner un ordre d'idée, ils ont un niveau d'études équivalent à la 5e en France. La moitié d'entre eux sont bénéficiaires du RSA. Un tiers d'entre eux habitent un quartier prioritaire politique de la ville. Ils cumulent énormément de freins, notamment par rapport aux Français. Donc, c'est des formations qu'on dispense beaucoup, français langue étrangère. On a des personnes analphabètes, illettrées. On a des personnes qui sont en difficulté par rapport au numérique, ce qu'on appelle l'électronisme. La plupart d'entre eux ont des problématiques aussi par rapport au logement, par rapport à la santé physique ou mentale, par rapport à une situation administrative, par rapport à la mobilité, par rapport à un manque d'expérience professionnelle. Voilà. Tout ça, c'est des caractéristiques qui font qu'à un moment donné, un certain nombre de référents, on va les orienter vers notre structure. Et nous, on a envie du coup de créer ce réseau un peu d'anciens avec des personnes actuellement en parcours pour leur proposer un accompagnement complémentaire de ce que peuvent faire aujourd'hui mes équipes d'accompagnement. Sur les 40 permanents, moi j'ai un tiers des équipes qui, quelque part, sont désintéressées de l'activité économique qu'on porte, mais qui s'intéressent à la personne, à son projet professionnel et à mettre en place des étapes dans son parcours d'insertion pour lever les freins dont j'ai parlé tout à l'heure sur les différentes thématiques, en lien avec d'autres acteurs sociaux, évidemment, publics ou privés, et pour pouvoir travailler les compétences transférables dans d'autres métiers ou dans des métiers identiques à ceux qu'on porte, mais en tout cas de trouver une solution emploi. Et on se rend compte que ces métiers-là, d'accompagnants, ils ont un temps donné et du coup, c'est intéressant parfois de pouvoir approfondir certains sujets avec cet espace qu'on veut convivial, puisque c'est intéressant de rappeler les gens qu'ils aient envie de venir, que ce soit coopératif, qu'on puisse intégrer, donner aussi une forme d'engagement à nos sociétaires bénévoles
pour qu'ils trouvent du sens dans leur engagement chez nous, de qu'ils puissent venir contribuer à donner un cours de français langue étrangère, contribuer à expliquer ce que c'est la plateforme mobilité pour ceux qui n'ont pas le code ou le permis de conduire, d'expliquer toutes les logiques de personnes qui sont à la rue et qui aimeraient trouver, évidemment, et qui ont besoin de trouver un logement d'urgence ou un logement de droit commun, un logement social. Voilà, sur toutes ces thématiques-là, en fait, on a envie de créer cet espace pour pouvoir continuer à leur proposer un accompagnement et aussi motiver des personnes en parcours pour que des anciens viennent témoigner d'un succès dans leur sortie emploi. Voilà, c'est aussi de leur faire un réseau. C'est pour ça que je parlais un peu de LinkedOut, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez évidemment LinkedIn. Nos salariés, aujourd'hui, ils n'y sont absolument pas. Ils n'ont pas ce réseau professionnel. Ils ont des réseaux informels, ils ont voilà, leur propre histoire, leur propre vécu, mais il manque réellement de réseau professionnel. Donc, nous, ça nous semblait intéressant et légitime de leur proposer ça. Tout ça, on le fait de manière co-construite, on le fait de manière partagée avec les administrateurs, avec les sociétaires. Et notamment, c'est ça qui a bien fonctionné. C'est qu'on a eu une forte mobilisation du conseil d'administration et de tous les permanents dans l'instruction et la transformation de l'association en coopérative d'intérêt collectif à mission. On s'est notamment réunis en octobre 2020 à 50, les 40 permanents et la dizaine d'administrateurs pour créer ensemble et co-construire, écrire notre raison d'être. Et ça a été un moment fort puisque finalement, en une journée de travail, on a su qu'on était tous alignés et on a créé une raison d'être qui est conséquente, qui fait partie de nos statuts, qui est conforme, voilà, qui est composée de 3 paragraphes. Ce qui aujourd'hui, effectivement, les clés de succès, c'est que on a pris le temps d'instruction. Voilà, moi, je suis beaucoup sur le temps long. Ça veut dire que là, on parle vraiment de partenaires sociétaires. On ne se définit pas du tout comme un opérateur, même si certains nous voient comme un opérateur économique qui répond à des appels d'offres ou à des contrats. Moi, je préfère beaucoup le terme de partenariat et de sociétariat. Donc, ce qu'on aimerait pointer, c'est que ce qui a fait le succès aujourd'hui de la transformation, c'est d'avoir bien analysé nos besoins, pourquoi on l'a fait, de le faire avec toutes les parties prenantes de l'époque, c'est-à-dire les permanents et les administrateurs, d'associer aussi les nouveaux sociétaires. On ne s'est pas précipité. Ce qui est aujourd'hui, effectivement, alors compliqué, mais qui est tout à fait logique, c'est qu'il faut qu'on apprenne sur la façon d'animer ce multisociétariat, qui n'est pas évident. Et toutes les cycles aujourd'hui qu'on côtoie à travers l'Union régionale sont confrontés globalement à ces problématiques-là d'animation, notamment du collège un peu professionnel. C'est pas évident de trouver un lien entre tous les acteurs économiques qui sont sociétaires du LIS. Voilà, pas forcément utile de les réunir, à part une fois par an, évidemment, ils sont bien sûr invités et présents à l'Assemblée générale des structures. On doit encore innover sur des actions pour arriver à fédérer les autres sociétaires, notamment les salariés permanents, les salariés en parcours et les anciens, tous ceux qui sont dans le collège des bénéficiaires. Et puis, ce que l'on en retire aujourd'hui, c'est que la vraie réussite, c'est qu'aujourd'hui, les administrateurs salariés permanents ont pleinement trouvé leur place et leur rôle, ce qui était clairement une innovation. Notamment, on aspire qu'un jour, on ait des salariés en insertion qui franchissent ce pas-là et qui puissent se dire ils ont aussi un rôle potentiel à jouer en tant qu'administrateur. Et puis, c'est effectivement l'intérêt et l'assiduité des participants aux différents comités. Puisqu'aujourd'hui, dans le comité de mission, c'est quand même 8 professionnels qui ont toutes des fonctions actives, qui sont tous aujourd'hui en fonction et qui dégagent une fois par mois du temps pour réfléchir au sens qu'a ce comité de mission par rapport aux préconisations qu'ils peuvent vous apporter pour améliorer nos pratiques et vérifier l'adéquation par rapport à notre mission. Voilà, Jean-Luc, je ne sais pas du tout si j'ai tenu le temps ou s'il reste. Carrément, t'es très très bien. En termes de temps, c'est captivant. Moi, j'étais vraiment pris par ce que tu es en train de nommer. Je surveillais le temps parce que c'est mon rôle, mais c'est bien. On est bien dedans. Okay. Donc là, on passe dans un temps de questions-réponses sur les sujets qui vous intéressent, Lucie, Cynthia, Jean-Luc. Jean-Luc. Merci pour ces explications, c'était super clair.
Je sais pas, j'ai pas. Cynthia, si tu as quelque chose qui te vient là, moi, il faut que je décante un peu. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'être clair sur les terminologies, de ne pas utiliser trop d'acronymes qui. Voilà. Cynthia, ton micro est fermé par contre. Pardon, désolée. Moi, j'ai une question. Merci pour la présentation, c'était très clair, mais je voudrais savoir quels ont été précisément les délais par rapport au changement vers cycle, les dates clés un peu. Est-ce que tu pourrais nous reparler un peu de ça? Tu veux dire la chronologie un petit peu, les dates, c'est ça dont tu veux parler? Oui, Okay. oui, c'est ça. Donc, je reprends toute la chronologie. La première asso, elle a été créée, Grenoble Solidarité, c'est 1984, du coup. La deuxième, 1904, Ulysse Service, 1990. Ulysse Intérim, 1995. Ensuite, on a eu la chance que, encore une fois, nos prédécesseurs, ils aient comment dire, l'instinct, je sais pas comment dire, le fait de créer l'ensemblier finalement. Avant, ça s'appelait un ensemblier d'insertion, de créer Ulysse, en se disant Ulysse, c'est un acronyme en fait, ça veut dire Union locale des initiatives solidaires au service de l'emploi. Et déjà, il y a 23 ans, 24 ans bientôt, c'était quand même hyper innovant de se dire on va créer cet espace-là pour finalement mutualiser des fonctions support pour les 3 premières associations. Ensuite, donc moi, je suis arrivé dans le groupe en fait en 2010 pour créer Ulysse Énergie. Moi, j'étais un peu l'entrepreneur social. J'étais incubé un peu par Ulysse, on va dire comme ça, pendant 18 mois avant de prendre la direction générale adjointe en 2012 sur l'activité et puis 3 ans la direction générale. Donc Ulysse Énergie, on l'a créé en 2014. Et puis, ce qui a aidé effectivement à la prise de conscience et de la nécessité de créer la société coopérative à mission, c'est qu'en 2017, on a intégré une 5e branche à Ulysse. Après, c'est tout l'intérêt de l'organisation en groupe, c'est qu'en fait, on peut ajouter, alors pas beaucoup, hein, on est modeste, on ne veut pas non plus trop grossir, parce que justement, en 2017, on a intégré une 5e branche, une association qui était dans le monde de l'insertion comme nous, qui gérait des activités de ressourcerie et d'ateliers autour du matériel informatique, qui s'appelait Solidura. On l'a intégré en 2017. Et là, d'un coup, on a eu quand même une croissance externe importante, parce qu'on a intégré une dizaine de permanents et pas loin de 50 salariés en insertion, sur 4 sites en plus. Et cette association avait des difficultés de gouvernance et de financière. Et malheureusement, 2 ans et demi après, on a maintenu tant bien que voilà, tant qu'on pouvait, entre guillemets, mais malheureusement, elle a été liquidée. Et nous, on a sauvé un tiers des postes, on les a intégrés dans Ulysse Grenoble Solidarité. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle la brocante de mamie à Saint-Martin-d'Air. Et en fait, de ça est née la volonté de se dire, à un moment donné, en fait, on a failli mettre finalement en péril un peu le groupe qui porte les fonctions support et qui refacture ses prestations. C'est parce que s'il y a une des associations à un moment donné qui est en difficulté financière et qu'elle ne peut pas payer finalement les services que propose le groupe, en fait, tu mets à mal potentiellement les autres associations. Voilà. D'où l'idée de créer la société, donc, qui a émergé en 2019, on va dire, quand Solidura a déposé le bilan. Déjà, dans la tête des administrateurs et de la direction, on s'est dit, il faut peut-être qu'on réfléchisse à changer les statuts du groupe pour créer effectivement cette société, pour avoir un capital, parce qu'aujourd'hui, une des difficultés des associations, c'est que tu ne peux pas vraiment aller lever du capital, des fonds propres. Voilà, ça n'intéresse pas forcément des fonds d'investissement privés. L'outil associatif ne le permet pas forcément. Alors, tu peux facilement, entre guillemets, soutenir une société commerciale. Donc, on a créé la société anonyme. On a évidemment voulu, parce que ça, c'est 2 ans d'instruction, Cynthia, tu vois que tu es bien en tête le délai, c'est que 2019, on a créé en avril 2021 la SIC à mission. Tout ce temps-là, c'est de l'instruction avec l'Union régionale des sociétés coopératives, puisqu'il faut bosser des statuts, il faut vérifier les risques de fiscalisation des associations. Je n'ai pas précisé, mais Ulysse Grenoble Solidarité, Ulysse Service, c'est des associations qui ne sont pas assujetties à la TVA. On a les 2 autres qui sont plutôt dans le secteur marchand, Ulysse Intérim, Ulysse Énergie, entreprise d'insertion, entreprise de travail temporaire. Il fallait faire attention que, puisque Ulysse est une société commerciale, du coup,
que chacune puisse être complètement indépendante aussi financièrement. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail avec l'expertise comptable, le commissaire aux comptes, pour qu'on ait des conseils juridiques, de bien prendre les potentiels effets sur les associations. On voulait aussi être certain comment dire, de pas déroger à l'éthique même en créant une société commerciale. Ça, c'était quand même assez fort, puisqu'on a historiquement un CA qui est très engagé, militant associatif, militant de l'insertion professionnelle, de la lutte contre l'exclusion, contre le chômage, etc. Et au départ, dans les premières discussions, de se dire qu'à un moment donné, tu crées une société dans laquelle tu peux siéger avec des entreprises lucratives. Voilà, ça a forcément questionné. Un des garde-fous a été de créer la société commerciale sous statut coopératif, d'où la gouvernance dont je vous ai expliqué le fonctionnement, et l'intérêt collectif, puisque de fait, tu es dans les statuts, donc tu es d'intérêt collectif, d'intérêt général. On a ajouté à ça la couche, effectivement, sur la mission sociale et environnementale. Et pour aller au bout, naturellement, on a aussi des agréments ESUS. Donc vous connaissez peut-être entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est que, de fait, chacune des associations étant conventionnée insertion par le travail, on a obtenu ces agréments-là. Et la SIC est aussi sous agrément ESUS, qui peut, à terme, peut-être nous permettre aussi d'avoir accès à certains financements ou certains marchés. Voilà, donc globalement, on coche à peu près toutes les cases pour être sûr qu'on ne perde pas, entre guillemets, notre âme, je vais le dire comme ça, pour caricaturer, en disant, OK, on a transformé en société commerciale, mais on maintient complètement l'intérêt collectif, la mission sociale et environnementale, et ça nous permet d'être complètement ouvert aussi à la société, d'ouvert sur les entreprises à mission. Voilà, j'en discutais en préambule avec Jean-Luc. Vendredi, j'ai témoigné auprès de 100 étudiants de l'IAE en master à l'UGA, master business, quoi, hein, et c'était intéressant de témoigner qu'une entreprise classique, commerciale, peut avoir des objectifs sociaux, environnementaux, et que ce n'est pas, au contraire, de mon point de vue, mais en tout cas, ce n'est pas au détriment de la performance économique. Bien au contraire, de mon point de vue. Voilà. Donc, voilà un petit peu les dates et le cheminement. Donc, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long chemin. C'est important d'engager tout le monde. C'est important de bien expliquer, qu'il y ait beaucoup de pédagogie. Il ne faut jamais le faire seul. En fait, on s'est fait beaucoup accompagner par nos réseaux. On est nous-mêmes dans une fédération Coras qui suit le fonctionnement, qui a inventé un peu le principe des groupes d'économie solidaire, les anciens ensembliers d'insertion, qui sont aussi une force, en fait, pour avoir une communication homogène, voilà, une charte graphique commune, une offre de service, une direction commune, des fonctions support. Voilà. Tout ça, ça s'inscrit dans différents réseaux qu'on a mobilisés en fonction de leurs compétences et en fonction de la temporalité. Oh. Tu as une question, Lucie? Oui, c'est une question, mais c'était pour creuser un peu le volet animation dont tu parlais, qui peut être quelque chose justement de compliqué. Moi, il y avait deux choses qui me venaient en tête. C'est comment est-ce que vous arrivez à animer à la fois les personnes qui travaillent, les 320 personnes. Est-ce qu'il y a je sais pas, hein, je dis team building parce que c'est ça qui me vient, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça en termes de cohésion de groupe? Et à côté de ça aussi, dans les différents collèges, j'imagine que aussi il faut fédérer, il faut animer. Est-ce qu'il y a différentes façons d'animer, et qui anime finalement aujourd'hui avec ce que vous savez faire aujourd'hui, hein? C'est une très bonne question. Toutes tes idées sont bonnes à prendre. C'est ce que je mentionnais qui était compliqué. Puisqu'en 3 ans, on est un peu frustré de ne pas avoir soit eu le temps, soit eu comment dire, les bonnes idées en fait, pour le fonctionnement. Ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est que par rapport à notre mission, qui est encore une fois très en lien avec l'adaptation au changement climatique, on a aujourd'hui, moi j'ai recruté une ancienne alternante. Donc on avait pris une alternante l'année dernière qui était en Master 2 à l'UGA en faculté d'économie sur les transformations des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et dans son alternance, elle avait notamment pour mission de créer l'espace coopératif et convivial du réseau. Voilà.
aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de l'embaucher pendant 1 an, grâce à un financement que je suis allé chercher au niveau régional, au niveau État, mais région, sur le maintien des emplois dans le cadre de la transition écologique. Et donc, tout l'enjeu de sa fonction-là, puisque pour répondre à ta question, comment il faut faire, clairement, il faut une ressource ad hoc. Si clairement personne ne s'occupe de ça, si c'est noyé dans des responsabilités, soit direction ou conseil d'administration, c'est pas possible en fait, clairement. D'un point de vue tout à fait pragmatique, ça ne fonctionnera pas. C'est pas pérenne, quoi. Donc pour moi, ça passe forcément par la création d'un poste, alors qu'il faut supporter. Du coup, on va chercher du financement parce que pour pas tout de suite que ce soit les associations qui supportent le coût en fait de ce poste-là. Et aujourd'hui, elle a été embauchée il y a 1 mois et demi. Spécifiquement pour l'animation du multisociétariat, l'animation de cet espace-là, et pour en plus avoir un focus particulier sur cette fameuse adaptation au changement climatique, et je pense que c'est ça qui va permettre aussi de fédérer. Alors des team building à 320, alors ça on ne sait pas faire, ça c'est juste impossible. On arrive à se réunir, nous, 1 à 2 fois par an. Quand je dis nous, c'est les permanents et les administrateurs. On a fait un repas à la capsule, à Cap-Béréal, un café associatif. On l'a fait la semaine dernière, on était 46. Donc c'est chouette, tout le monde était là. Donc c'est des temps de cohésion qu'on arrive à faire entre nous, mais c'est beaucoup plus compliqué d'associer des salariés eu égard à la taille, en fait. C'est pour ça qu'on passe par l'espace coopératif et convivial où on essaye de réunir des petits groupes entre 5 et 10 personnes. Aujourd'hui, on l'a fait 3 fois et ça a plutôt bien marché. Donc, ça veut dire que ça, il faut le répéter au moins 10-12 fois par an, 1 fois par mois, on aimerait bien avoir ces temps-là, qui est aussi une façon pour nous, on aimerait bien faire quelque chose de circulaire. C'est-à-dire que à travers ces espaces, on aimerait aussi motiver et donner du sens aux entreprises, aux collectivités qui sont sociétaires d'Ulysse pour dire, aujourd'hui par exemple, vous êtes RH au Crous, vous avez besoin de recruter des agents de restauration parce que c'est un métier en tension, et venez présenter ces métiers à nos salariés en parcours, à des anciens qui n'ont pas trouvé de solution emploi, pour dire voilà, quels sont vos prérequis, c'est quoi précisément le job, limite faire passer des petits speed meetings, tu vois, des petits entretiens comme ça. Voilà, c'est ça qu'on imagine en fait. Ça veut dire mobiliser sous forme de bénévolat finalement nos sociétaires professionnels, parce que du coup c'est quand même des organisations qui sont relativement importantes et qui ont des compétences en termes de métier et en termes évidemment de fonction support, notamment RH, et de profiter de ça pour motiver des salariés en parcours, des salariés qui sont sortis pour qu'ils puissent effectivement assister à ces sessions-là. Voilà. Ouais, donc tout ça est très neuf et finalement, il y a plein de choses qui vont émerger de par le cadre donné par Écru et de par cette personne qui est là maintenant en permanent pour construire, quoi. Oui, ouais. C'est vraiment une belle opportunité qu'on a eue de pouvoir l'embaucher. Moi, j'ai souvent échangé depuis de longue date auprès d'autres SIC que je connais bien comme Enercop Rhône-Alpes ou Cities. Ou Campus Insial, enfin, il y en a quand même, heureusement, on est quand même un certain nombre. L'élément clé, il est vraiment là, en fait, sur l'animation du multisociétariat. Et encore, nous, c'est différent de ceux que je viens de citer, qui ont beaucoup de sociétaires, consommateurs. Tu vois, nous, on n'a pas du tout vocation à avoir des milliers de sociétaires, c'est pas du tout le but. On prévoit pas on veut pas augmenter le capital social de la structure par le sociétariat. Nous, c'est vraiment au cas par cas. Vous avez vu, les sociétaires privés, ils sont à peine 10. Et je pense que dans 3 ans, au mieux, ils sont 15 ou 20. Enfin, on n'a pas du tout vocation à étoffer ça de manière non maîtrisée. On préfère le faire avec des acteurs, encore une fois, sur du temps long, où on sent vraiment ces appétences-là en termes d'inclusion et d'activité support qui clairement répondent à leurs besoins économiques. Claire, on a aussi des objectifs de chiffre d'affaires. Je ne vous ai pas donné de chiffres, là, je vous ai parlé que des impacts sociaux. Un ordre d'idée, Ulysse, c'est 5,8 millions d'euros de budget annuel et c'est 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, moi, j'ai évidemment des objectifs de chiffre d'affaires que je décline auprès de mes équipes de coordinateurs ou de chargés d'accompagnement et de placement sur les missions mises à disposition. Et du coup, nous, on avance tous les jours sur nos 2 jambes. Et il faut générer du chiffre d'affaires
et on sait pourquoi il est fait. Il n'est pas pour enrichir n'importe quel actionnaire, puisqu'il y a 0 dividende si vous êtes sociétaire. Je vous invite à venir sociétaire du Lys, si vous aimez, c'est 50 € la part sociale. Par contre, vous repartez avec 50 €. Vous ne repartez pas avec 51, 55 ou 60. Ça, c'est le principe. Du coup, il y a évidemment de l'activité économique à aller chercher, mais pas forcément trop. C'est ce qui m'intéresse aussi. C'est que moi, je dis aux équipes, mais si vous dépassez de 20% les objectifs, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Parce que si derrière, on n'a pas les résultats d'inclusion, à un moment donné, on ne fait pas notre travail, en fait. Donc, à l'inverse, on peut faire du très social et être très, très centré sur les personnes et les garder longtemps et faire tout pour qu'elles sortent. Si derrière, on est beaucoup trop long, pas assez productif et qu'on ne répond pas au délai, à la qualité du client, ben on perd le client. Ça, c'est la réalité de tous les jours. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est hyper, je trouve, stimulant dans notre métier, c'est que tous les jours, on va combiner ça. Et ce n'est pas un dilemme, en fait, c'est vraiment l'essence même de ce qu'on fait. Il faudra faire des arbitrages. Parce qu'il faut libérer des salariés pour l'information, parce qu'il faut leur faire découvrir un autre métier. Et à côté de ça, il y a un client qui attend que les travaux de peinture soient faits en temps et en heure, que le débarras, que la collecte des déchets soit réalisée, que la prestation de nettoyage soit réalisée. Vous voyez, alors ça, c'est pas spécifique à nous, c'est spécifique à tout le monde de l'insertion par l'économie. Voilà, indépendamment, encore une fois, de la gouvernance. Mais voilà. Ok, je vais te poser une question dans ce thème-là. J'ai entendu tout à l'heure que ça n'a pas été si facile que ça d'introduire tous les collèges et qu'en particulier, il y avait on ne veut pas déroger à l'éthique en intégrant des entreprises commerciales. Donc, j'entendais que ça pouvait bloquer là de façon assez forte au niveau valeur. Ouais. Et en même temps, j'entends que vous créez une raison d'être à 50 personnes en octobre 2020 en une journée. Rien que ça, même des gens qui sont complètement alignés sur les valeurs de fond, c'est quand même pas facile à 50. Et que ça fonctionne bien, que vous sentez que vous êtes aligné sur quelque chose de pareil. Et je me demande si le fait que ça soit en cycle, ça a donné confiance, que ça a changé quelque chose, ça a permis ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense. Ah ouais, je le sens vraiment. Moi qui ai vécu l'avant, si tu veux, et le côté avant la création de la SICAM Mission, je sens une cohérence. C'est ce que je disais vendredi aux étudiants de l'IAE. Tu vois, ça a donné le fait de réaffirmer ta mission, le fait d'être coopératif, ça a redonné énormément de cohérence en fait au projet social de chacune des associations et à la mission même de la SIC en fait, et des fonctions. Et donc, oui, tu es allé exactement à l'endroit de la question d'après, qui était quelle différence avec le fonctionnement précédent en termes d'entente entre les gens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça bouge parce qu'aujourd'hui, tu as… alors, moi, j'ai complètement rassuré le fait que tous les permanents, comment dire, on ne va pas les forcer à être sociétaires. Tu vois? Ça veut dire qu'ils ont tous contribué à la raison d'être, ils ont tous validé le fait que notre raison d'être, c'est celle qu'on a écrite dans nos statuts et qui est, bref, qu'on met en avant en termes aussi commercial, entre guillemets. Quand bien même, il faut accepter, et c'est dans tout le mouvement coopératif pareil, qu'à un moment donné, en tout cas nous, c'est comme ça, le sociétariat n'est pas obligatoire pour les permanents. Tu as des scopes, par exemple, qui imposent qu'au bout de 2 ans, tout le monde soit associé. OK. C'est souvent des scopes, je pense à Alma, je pense à des scopes qui sont, comment dire, tu vois, sur des niveaux, des bagages de CSP qui sont identiques. Il y a énormément de scopes qui sont en bureau d'études, qui sont dans le monde du numérique, voilà, où tu retrouves entre cadres globalement, où tu as une gouvernance partagée, une gérance tournante. Voilà. Aujourd'hui, nous, vous imaginez les écarts quand même entre un ouvrier polyvalent du bâtiment à manœuvre ou un agent de la collecte des ordures ménagères, un ripper, et voilà. Et forcément, il faut arriver à jongler avec ça. Donc aujourd'hui, loin de nous l'idée de dire on va forcer le sociétariat pour tous les salariés. Et même pour les permanents. Moi, j'admets aisément et je suis objectif sur le fait que je ne vais pas, en entretien annuel ou dans n'importe quelle façon de manager, je ne vais pas différencier un salarié s'il est sociétaire ou s'il n'est pas sociétaire. S'il est sociétaire, j'ai l'occasion de le voir et lui, il a l'occasion de voir des administrateurs dans d'autres comités et d'autres groupes de travail. Donc ça lui apporte autre chose, il a une autre vision. Mais voilà, ça s'arrête là. Et du coup, je dirais même plus que dans ces moments-là, du coup, c'est même
c'est mon administrateur. Ça veut dire que c'est lui qui contribue aux orientations stratégiques. Et moi, en tant que directeur exécutif, bah, j'exécute. Tu vois? Donc, ça a clairement changé le rôle et la fonction du salarié administrateur. Et ça, en tout cas, pour les 3 premiers collègues qui ont occupé ces places, ben, ils l'ont fait de manière, comment dire, hyper bien ajustée, j'allais dire. Je ne sais pas comment dire mieux. Voilà, ils ont su trouver leur place. Les administrateurs bénévoles ont carrément laissé la place. Et aujourd'hui, par rapport à ta question, la première sur la place de l'entreprise, aujourd'hui, les statuts permettraient à une entreprise classique, lucrative, d'être au CA. Aujourd'hui, ben, faute de temps ou je ne sais quoi, en tout cas, il n'y en a pas, si tu veux. Et on a suffisamment ouvert les statuts pour que ces collèges-là puissent n'avoir aucun représentant au CA, sans bloquer la gouvernance. Parce qu'on savait bien qu'il fallait quand même pas trop utopiste sur le fait qu'à un moment donné, tout le monde allait se précipiter pour être membre du conseil d'administration, avoir le temps, avoir comment dire, l'envie et l'investissement nécessaire pour pouvoir aussi participer à des CA mensuels. Voilà, c'est pas évident. Donc, c'est déjà compliqué de trouver des bénévoles et on a la chance d'avoir un CA très solide et hyper investi et qui trouve aussi sa place. Tu vois, par rapport au changement, les administrateurs de la SIC se retrouvent dans les différents comités, voire dans d'autres groupes de travail thématiques, alors qu'avant, au niveau des associations, ils venaient, entre guillemets, simplement, avec tous les guillemets que je mets, hein, mais en conseil d'administration mensuel, tu vois, sans forcément d'implication opérationnelle. Il y en a certains qui sont devenus profs de français et langue étrangère, entre guillemets. Il y en a d'autres qui contribuent à d'autres projets transverses, qui ouvrent un réseau, qui nous font rencontrer des futurs sociétaires professionnels. Enfin voilà. Et je trouve que, en tout cas, la SIC, elle a permis clairement ça. Ok. Alors, moi, j'aime beaucoup là, la focale qui est donnée sur tout le monde n'est pas obligé de participer à la gouvernance. Tu peux tout à fait faire partie de la dynamique de l'entreprise sans participer à la gouvernance. Et ça me crée une question sur les autres, c'est-à-dire que là, tu nous as beaucoup donné d'informations sur ceux qui participent. Les autres, ils ont le droit de pas venir. Je me demande ce que ça a changé pour eux, que vous passiez dans ce mode de gouvernance partagée, pour tous ceux qui sont ni membres du CA, ni participants à différents comités. En particulier donc vous avez les salariés permanents et les autres, tu les appelles les salariés en parcours. en parcours. Ouais. En particulier pour les salariés en parcours, je me demande ce que ça a bougé pour eux. Alors, les salariés en parcours, je dirais que déjà, on a eu la chance au départ d'avoir une vingtaine de sociétaires en 2021. Aujourd'hui, la dynamique est un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'on avait fait une grosse campagne quand on a créé la société pour mobiliser, pour informer, pour donner le sens du sociétariat tel qu'on l'imaginait à leur niveau, c'est-à-dire contribuer à comment dire, un peu la pérennité de la structure, s'assurer comment dire, de pouvoir avoir des informations complémentaires en venant aux assemblées générales. Et aujourd'hui, clairement ça, il faut qu'on le redynamise parce que depuis l'AG de l'année dernière, on n'a pas eu de nouvelles demandes de sociétariat de la part des salariés en parcours. Voilà. Les premiers, il y avait eu un focus parce qu'on démarrait, du coup on avait mis beaucoup d'engagement, entre guillemets, beaucoup de communication. Moi, de mon point de vue, c'est à refaire, notamment par des administrateurs salariés, tu vois, ou des sociétaires salariés qui pourraient aller expliquer ce que ça peut apporter à eux, ce que ça peut leur apporter. Pour les permanents qui ne sont pas sociétaires, en fait, tu vois qu'au fil de l'eau, à l'inverse, chaque année, il y en a 3-4 qui demandent le sociétariat. Parce qu'au fil de l'année, finalement, ils voient que la dynamique, elle est sympa, que du coup, ils voient leur collègue sociétaire qui est invité dans le comité de mission. On a une collègue qui est sociétaire qui est dans le comité de mission, donc qui ouvre un réseau et un niveau de réflexion qui est hyper intéressant. Il y en a d'autres qui s'impliquent dans les creux. Ils voient l'intérêt de l'écru qui se met en place à travers la mobilisation des salariés pour leur offrir un accompagnement complémentaire, travailler encore les freins sur lesquels, qu'ils ont encore une fois sortis. Donc, en fait, si tu veux, ils mesurent les effets, mais de manière, comment dire, j'allais dire douce, naturelle, quoi. Tu vois, il n'y a pas de,
on en parle, mais en même temps, on leur, j'allais dire, on leur bourre pas le mou, on fait pas du forcing chaque mois en disant, au fait, il y a la SIC, tu vois, ça c'est vraiment, ils sont invités, ils ont des informations, et moi ce que je constate, c'est qu'en fait, naturellement, ils voient les effets de la SIC sur leurs collègues qui sont sociétaires, et bah, du coup, ça leur donne l'idée de dire, tiens, au fait, peut-être c'est pas mal. Parce qu'à un moment donné, bah, soit j'ai pas eu le temps, parce qu'il faut faire un formulaire. Je pense que c'est pas l'histoire du montant, parce que c'est 50 € de part sociale. Voilà, donc pour des permanents, c'est tout à fait accessible. Mais c'est plus forcément, pas forcément le temps d'y réfléchir, ou certains se disent, mais non, mais il y en a encore qui se disent, non, non, mais le CA, c'est pour vous, quoi, tu vois, c'est la direction, etc. Et je dis, non, non, mais vous êtes tout aussi légitime que n'importe qui, c'est vous qui faites le boulot, que ce soit en support ou en encadrement technique ou en accompagnement. Donc, tu vois, moi, juste, je les rassure, mais en tout cas, il n'y a pas de forcing particulier pour parler du sociétariat. À part une fois par an avant l'AG, on refait une petite campagne. Et ceux qui signent, ils sont voilà, 3-4 par an. Bah, c'est que, de mon point de vue, ils ont été convaincus des effets bénéfiques et ils ont vu les effets sur leurs collègues, en fait, ou sur leurs salariés en parcours. Voilà. Donc, ça Ok, avance comme ça. merci. J'avais une autre question très technique que je me suis notée tout à l'heure en passant. Je me suis dit quand même pour les revisionnages, il ne faut pas que je laisse passer ça. Tu as dit tout à l'heure que 100% du résultat était affecté aux réserves impartageables. Oui. J'ai eu l'impression que c'était important pour vous. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les réserves impartageables et pourquoi c'est important que 100% du résultat soit affecté aux réserves impartageables? Alors, donc dans la société commerciale, en fait, tu as effectivement des réserves, ce qu'on peut rappeler, tu vois, comment dire, les fonds propres, en fait, de l'association équivalent, quoi. Donc, ça, ces fameuses réserves, aujourd'hui, si tu es une SIC, de toute façon, au moins 54% doivent être de tes résultats, doivent être mis dans tes réserves impartageables. Voilà, ça veut dire que comment dire, que si tu dégages du résultat économique, et ça on est tous d'accord pour en faire, hein, on n'a pas de débat avec ça, on est un acteur de l'économie sociale et solidaire, on est un acteur économique, donc on dégage du résultat, on est bien content, mais ce résultat, quand tu es en SIC, au moins 54%, tu dois le remettre dans les réserves impartageables. La Donc SIC ça veut dire ne augmente. peut pas être achetée. La SIC, globalement, tu ne peux pas faire une OPA sur une SIC, par exemple. Elles sont impartageables parce que demain, tu as un grand groupe des déchets qui veut racheter Ulysse Grenoble Solidarité. En fait, il ne peut pas. Voilà, il n'y a pas le droit. Il ne peut même pas racheter. Alors déjà, c'est une association, mais il ne pourrait même pas racheter Ulysse. Tu vois, on ne peut pas se faire racheter. Voilà, on a nos propres réserves, on ne peut pas partager. Et nous, on va loin, ça veut dire que dans les sociétés, on pourrait dire que les 46% restants, eh ben, tu distribues des dividendes à tes actionnaires. C'est une société commerciale. Aujourd'hui, on n'a pas fait ce choix-là. Ça veut dire que, alors, ça va pas très loin, hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Si Ulysse, on fait un résultat, parce que je vous ai dit que déjà, on refacturait quasiment toutes les prestations aux associations. Donc, globalement, on va dégager quelques milliers d'euros de résultats. Et aujourd'hui, ces quelques milliers d'euros, de toute façon, ils sont mis en réserve. Voilà, 100% de ces réserves. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils viennent enrichir l'entreprise et pas enrichir des actionnaires ou un futur Exactement. acheteur. Exactement. 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 Et il répond aux besoins de capital dont tu parlais aussi tout à l'heure, du coup? Alors, pas forcément, parce que du coup, tu vois que c'est des résultats modestes. Donc, si à un moment donné, on veut investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour changer une dizaine de véhicules qui ne passent pas les ZFE grenobloises là, dans 2 ans, aujourd'hui, on a des dérogations grâce au fait qu'on ait des associations d'intérêt général. À bout d'un moment, elles n'aura plus. Si on veut rénover ou pousser nos bailleurs à rénover nos bâtiments, tu vois, ça chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, on ira chercher du financement classique, entre guillemets classique, c'est-à-dire du financement, par exemple, bancaire classique ou privé, type fonds à impact, fonds d'investissement solidaire. Parce que clairement, aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations comme ça qui cherchent des structures comme nous pour investir. Avec des rendements, entre guillemets, modestes, sobres. En gros, pas des rendements à 2 chiffres, quoi. Parce que si à un moment, tu as un fonds d'impact qui dit bah oui, mais moi, dans 8 ans, je veux récupérer mes 100 000 euros et je veux par contre récupérer 10% d'intérêt, on va lui dire bah, vous êtes trompé d'établissement parce que nous, on n'y arrivera jamais à faire ça.
Donc, ce n'est pas les résultats qui vont nous permettre d'augmenter le capital, les résultats annuels, parce que de fait, ils sont relativement marginaux, mais c'est plutôt d'aller voir ces organisations-là qui peuvent te faire des quasi-fonds propres, tu vois, qui permettent d'augmenter le capital.